Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 4 de Générique de fin. Salut Adam. Salut à toi. Comment ça va ? Bah écoute, super, on va parler d'un super film, donc... Exactement. Alors juste avant de commencer, on va faire un petit point par rapport aux différents formats de la chaîne Générique de fin. On a lancé, enfin il est déjà lancé, mais on est sur les épisodes critiques. En ce moment, il y en a 2, 3 qui sont sortis. Au moment où on enregistre 2, mais au moment où l'épisode sortira, il y en aura 3. Il y en aura 3. Exactement. Donc GDF critiques, qui seront des formats un peu, on va dire, aléatoires. Là, pour le coup, c'est avec toi et Elliot. C'est ça. Voilà, en fait, donc c'est... Les épisodes principaux vont rester ceux-ci, donc comme celui que vous êtes en train d'écouter. Voilà, avec donc moi et Adam. Voilà, exactement. Donc là, il y aura du coup Jérémy et Adam. Et c'est les épisodes qui sont numérotés. C'est les épisodes de la série principale, en fait. Et en accompagnement de cela, en attendant à chaque fois les épisodes principaux, on a donc lancé, là depuis, donc, comme on a dit, 3 épisodes, ce qu'on a appelé des GDF critiques. On expérimente un peu plus, on va tester des choses avec des épisodes du coup beaucoup plus légers et beaucoup des films, plus courts aussi. Sur des films récents. Exactement, aussi, voilà. Du coup c'est sur des films d'actualité qui sont en ce moment au cinéma. Voilà, et puis on est en train aussi de bosser sur un autre format, des GDF hors série. On est en train de travailler dessus, mais on en reparlera, ce sera pour début d'année prochaine. Ouais, c'est ça, ça va arriver bientôt, mais dans quand même pas mal de temps, donc voilà, on travaille là-dessus, parce que, sans trop en dire, ça sera un gros format avec des très longs épisodes. Ouais. D'où les épisodes hors série. Exactement. Mais on en reparlera sur... Voilà. On en fera un tous les 4 mois, quoi. Voilà. Ouais, on fera du teasing sur le compte Insta, donc n'hésitez pas à nous suivre si c'est pas déjà fait. Exactement. Et en attendant, on va commencer cet épisode 4. On va parler aujourd'hui d'un réalisateur japonais, à savoir Kiyoshi Kurosawa. Pas confondre bien sûr avec Akira Kurosawa. Dont il n'a aucun lien de parenté d'ailleurs. Bien sûr, on fera des épisodes un jour sur Akira, bien évidemment. Mais en attendant, on va parler de Kiyoshi. Et on va parler de l'un de ses films, pour le coup, un de ses films les plus connus, à savoir Kairo. Donc, plus connu, il y a Cure, mais c'est peut-être son deuxième plus connu, je pense, après Cure. En tout cas, c'est un de ses films qui l'a fait connaître ici en Occident et à travers le monde. Sorti en 2001, du coup, film d'horreur japonais, donc c'est cool, on va pouvoir parler de J-horror, comme on l'appelle, et on va pouvoir parler aussi d'un réalisateur, pour le coup, qu'on connaissait pas spécialement beaucoup avant de bosser cet épisode. Ouais, c'est ça, c'est que, en tout cas, à titre personnel, j'avais vu certains de ses films. Encore une fois, j'avais vu vraiment les films les plus connus. Ouais, voilà, c'est ça. Et c'est des films que j'aimais bien, si pas tous, hein, voilà. Mais je me suis plongé vraiment assez récemment sur son cas. Ouais, tout pareil, sauf que moi j'ai même peut-être vu encore moins de films avant de préparer ce podcast. Là j'en ai vu quand même beaucoup, moi. Donc c'est cool, c'est un réalisateur qu'on a découvert et qui va être ça va être vachement intéressant d'en parler. Et avant de commencer, je te propose de faire, comme d'habitude, la fiche technique pour poser les bases du film. Avec grand plaisir. Du coup, Kairo est un film japonais, on l'a dit, sorti en 2001, le 23 mai 2001 pour être précis. Kairo, donc c'est du japonais, et ça peut se traduire par impulsion ou par flux. Ouais, sachant que le titre en anglais c'est Pulse. Pulse, ouais, c'est ça. Voilà. Et c'est aussi du coup donc c'est le nom international de Kairo, mais c'est aussi le nom du remake, du très mauvais remake de Kairo. On en parlera. Oui, bien sûr. Donc c'est un thriller horrifique et fantastique. Moi, j'aime bien dire que c'est un film d'horreur, parce que voilà, pour faire simple. Donc, c'est un film d'horreur japonais, donc on l'a dit, réalisé et écrit par Kiyoshi Kurosawa. Sorti en 2001 et produit par la Dai Motion Picture, qui est une boîte de production et de distribution japonaise les plus prolifiques de ce pays, qui a distribué plus de 1000 films, quoi. C'est vraiment quelque chose d'hallucinant. Si vous avez l'occasion de regarder la page Wikipédia de tous les films distribués par la Dai, c'est hallucinant comment c'est immense, quoi. Film avec un budget de 25 millions de dollars, ce qui est quand même un assez gros budget, quand même. Encore plus du coup par rapport à la J-horror de l'époque. Assez gros budget et avec de la chance, assez gros succès également. Du coup, c'est le 3e film japonais le plus rentable au Japon durant cette année, en 2001.
Et du coup, pareil, un assez gros succès international. Et le film, par exemple, a été présenté dans la catégorie Un certain regard au Festival de Cannes 2001. Et du coup, comme on a dit, c'est aussi un des films qui a permis d'asseoir la notoriété de Kiyoshi Kurosawa à travers le monde. La photographie du film est... Alors, je m'excuse du coup pour les prononciations des prénoms, mais est faite par Junichiro Hayashi, qui est le chef opérateur de pas mal de films d'horreur japonais, notamment les plus connus étant Ring et Darkwater de Nakata. Au niveau de ses techniciens, Kurosawa, en tout cas à l'époque, avait quand même l'habitude de récupérer vraiment toujours les mêmes, qui ont principalement bossé uniquement avec lui. Par exemple, du coup, c'est le monteur de Charisma, de License to Live et de Séance, donc qui est le film juste avant Kairo. Et ils retravailleront ensemble par la suite. Donc voilà, c'est une liste d'habitués dans les techniciens. Et du coup, pareil, au casting, on retrouve énormément d'acteurs de seconde zone, peu, voire pas du tout connus ici en Occident. Même au Japon. Même au Japon, exactement. Ouais. C'est vraiment des acteurs qui ont travaillé dans des téléfilms auparavant. Et quand c'était des téléfilms, c'était des seconds rôles, voire des figurants. C'est vraiment des seconds rôles. Et donc, pour citer les noms, on retrouve Haruhiko Kato, Kumiko Azo ou encore Koyuki, que je ne les connais pas, je ne l'ai jamais vu autre part. Absolument pas, mais voilà. Et maintenant, Jérémy, que dis-tu de nous parler plus en profondeur de Kiyoshi Kurosawa? Qui est-il? D'où vient-il et que fait-il? Bien sûr, je vais faire la petite biographie. Donc, Kiyoshi Kurosawa, il est né le 19 juillet 1955 à Kobe, au Japon. Donc, dans une famille assez modeste, famille traditionnelle japonaise. Il va rapidement se passionner pour le cinéma et il va se nourrir énormément de films, notamment des films américains. On verra juste après ses grosses inspirations. C'est un gros cinéphile, Kurosawa. Ouais. Exactement. Et d'ailleurs, c'est un gros cinéphile. Il va même commencer à faire ses propres courts-métrages assez jeune, puisque son grand-père, en fait, quand il a, je sais plus quel âge, 12 ans, il va lui offrir une caméra Super 8. Et du coup, c'est avec cette caméra-là qu'il va commencer à faire ses premiers petits courts-métrages amateurs. Ouais, c'est ça. Et en fait, pour l'anecdote, quand il avait 12 ans, du coup, lui, il regardait des films de Terence Fisher, ou de Richard Fleischer, de Don Siegel. Enfin, c'est vraiment tous ces cinéastes qui ont, entre les années 50, 60 et 70, américains, d'un peu de cinéma de genre, de cinéma de studio. En fait, il voyait les scènes et il les refaisait avec sa caméra Super 8. Et c'est comme ça un peu qu'il a pu tester des choses, mais vraiment assez jeune, quoi. Très vite passionné aussi par le genre de l'horreur, du fantastique, parce que sa grand-mère notamment lui lisait pas mal d'histoires un peu folkloriques, japonaises, tout ça. Donc il va rapidement se passionner comme tu l'as dit, dans les films de genre, quoi. Il va, à côté de ça, faire des études en sociologie. Donc il va rentrer à l'université de Rikkyō à Tokyo. Et en fait, en parallèle de ses études, il va continuer à réaliser des courts-métrages, on va dire, un peu moins amateurs, même si ça le restait quand même toujours. Dont notamment, en 1980, un court-métrage qui s'appelle Vertigo College, donc qui est une sorte de parodie de film de gangsters. Ouais, de Yakuza, ouais. Qui va réaliser en fait dans son propre campus du coup, et grâce à ce moyen métrage il va notamment obtenir un prix au PIA Film Festival, donc en 1980, donc je sais pas exactement, j'ai fait des recherches, mais ça n'existe plus, c'est un festival qui a existé pendant un certain temps, mais... Ouais, c'est un petit festival amateur, comme on en a partout, en France aussi, et en fait c'est un peu ce petit succès-là qui va lui ouvrir les portes du monde du cinéma, puisque par la suite il va travailler comme assistant de deux réalisateurs, qui sont Shinji Somai et Kazuhiko Hasegawa. Ouais. Donc Kazuhiko Hasegawa, qui est le réal notamment du Meurtrier de la jeunesse, qui est, je pense, son film le plus connu, c'est son premier film, et qui est un film qui raconte l'histoire d'un tueur d'enfants. C'est pas très joyeux, mais c'est un super film, vraiment. C'est excellent. Et donc, il y a ça, et surtout... Et il devient, entre guillemets, l'élève d'un des maîtres du cinéma japonais de l'époque, qui est donc Shinji Somai. Donc, malheureusement, j'ai pas eu l'occasion de voir ses films encore, mais je le connais bien quand même. Et entre autres, je sais pas si ça dit à des gens, Typhoon Club, c'est lui du coup qui a réalisé Typhoon Club, qui est peut-être
pareil, son film le plus connu. Et voilà, qui est un peu... C'est un des réals aussi qui a fait un peu la transition entre la génération d'un Akira Kurosawa ou d'un Ozu, par exemple, avec la génération du coup de Kiyoshi, avec la génération de Nakata, de tout cela. Ou même du coup de Imamura derrière, machin. C'est un des réals qui a fait... Il est entre les deux époques. Et donc Kiyoshi, le jeune Kiyoshi Kurosawa, devient vraiment son élève. C'est lui qui lui a montré les films, c'est lui qui lui a appris le cinéma. C'est un peu son passeur, on va dire. Et du coup, il va totalement arrêter les études en sociologie pour se consacrer du coup à plein temps au cinéma. Et par la suite, il va se faire embaucher à la Nikatsu, donc qui est une société de production spécialisée notamment dans le cinéma érotique. Dans les Pingu Ega, ça s'appelle, ouais. Ok, voilà, au Japon, c'est érotico, porno un petit peu. Et c'est là en fait qu'il va réaliser ses premiers longs métrages, donc forcément des petits films érotiques amateurs qui vont pas rencontrer un immense succès. Alors voilà, sachant qu'en fait donc la Ninkatsu qui était Nikatsu, c'est dur à dire. Bien joué. Donc était une boîte de production donc qui faisait ce qu'on appelait du coup des Pingu Eiga. Donc c'est des films érotiques, c'est pas vraiment des films pornographiques, mais c'est vraiment ça jouait sur la limite. Comme ça pouvait passer dans les cinémas tout public. Mais c'était réputé comme étant des films pas pour tout le monde, quoi. Sachant que c'était c'était moins bien vu, ce genre de cinéma-là, qu'aux États-Unis, par exemple, où il y avait vraiment beaucoup de cinéma spécialisé. Non pas que c'était bien vu aux États-Unis, mais... mais c'était un peu plus accepté, accessible, tout ça. Et donc voilà, sauf que du coup, son passage à la Nikatsu, ça va un peu mal se passer pour lui, puisqu'il va avoir pas mal d'embrouilles en fait avec les producteurs, des scènes que lui voulait réaliser, que les producteurs ont refusé et tout ça. Et en fait, c'est ce qui va en fait ils vont en fait le virer de la Nikatsu, et ils vont vraiment, il va être placé en fait sur la liste noire à la suite de plusieurs incidents sur la liste noire des producteurs au Japon en fait. Ouais, ça. Mais en fait. Pour le coup, la liste noire, on va dire que les incidents qui ont mené à cette liste noire sont assez rigolos, parce que les incidents en question, c'est qu'il a fait donc notamment un film qui s'appelle Kandagawa Inra Senso, qui est du coup un film érotique, et en fait le film n'a pas été accepté parce qu'il n'y avait pas assez de scènes érotiques. C'est ça qui est fou en fait, c'est que le mec était embauché du coup pour faire grosso modo des films érotiques, mais comme il n'y avait pas assez de sexe en fait concrètement, et que il restait, on va dire, en surface de tout, il allait pas dans le dur, du coup il s'est fait virer de la Nikatsu pour ça. Et en fait ce qui va le contraindre à l'âge de 30 ans à retourner à l'université, mais cette fois-ci en tant que professeur, du coup professeur en cinéma, quoi, tout simplement, où il va notamment avoir... il a notamment eu Takashi Shimizu, donc, qui est le futur réalisateur de The Grudge, donc qui sera son élève à l'université. Et de Maribito. Maribito, c'est génial, mec. En fait, il va influencer plusieurs futurs cinéastes japonais qui vont par la suite exploser. Et en fait, c'est que à partir fin des années 80, début des années 90, qu'il retourne un petit peu dans le circuit cinématographique. Notamment, il commence à avoir plusieurs contacts, et il va réaliser pas mal de petits téléfilms horrifiques, dont notamment 1989, considéré un petit peu comme en vrai son premier vrai film en fait, qui est du coup Sweet Home, donc qui est une sorte de thriller horrifique fantastique qui se déroule du coup dans une maison hantée. Je crois que tu l'as vu, Sweet Home. Ouais, là je l'ai vu. C'est terrifiant, Sweet Home. Ouais, j'ai vu quelques extraits, c'est... Mais surtout, en fait, c'est un film qui est très très intéressant, parce qu'il va... Bon, c'est pas un excellent film non plus, mais dans le sens où il n'invente rien d'original, parce que il fait que pomper justement du cinéma de genre américain des années 70. On sent vraiment l'influence de Massacre, parce que c'est un gros fan de Toby Hooper aussi, l'influence de Massacre. De Poltergeist surtout, dans ces eaux-là, quoi. C'est vraiment ça, quoi, c'est que, en fait... Il a ce côté où il a vu énormément de films, mais il n'a pas encore eu le temps de les digérer. Et du coup, il commence à tester des choses, il commence à faire des choses avec ça. Mais c'est pour ça que justement, ses premiers films sont vraiment, entre guillemets, dans la forme des films américains. Mais du coup, en fait, années 90, il va réaliser plein de petits téléfilms.
On les citera pas tous parce que c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais genre Kiyoshi Kurosawa, c'est quelqu'un qui a une filmographie gigantesque en fait. Ouais. Genre entre les longs métrages, les téléfilms, les courts métrages, les séries aussi. Enfin, il y a vraiment, encore aujourd'hui, quoi, il réalise. Cette année, il a sorti 3 films. Enfin voilà, c'est. Cette année, il y a eu Cloud, Chimée, et puis un remake de La Voix du Serpent. C'est ça. Qui est son Serpent, propre film, ouais. C'est ça. Qui est un autre film, voilà. Mais en fait, ce qui va vraiment le propulser, on va dire à l'international, c'est en 1997 la sortie de ce qui est considéré comme son plus grand succès critique et commercial aussi, c'est Cure, bien entendu. Alors, juste du coup, avant ça, en fait, il y a eu entre 89 et donc 97 la sortie de Cure, où même lui le dit, c'est un peu devenu une sorte de yes man dans le cinéma de l'horreur japonaise. C'est-à-dire qu'il allait voir des studios, il récupérait son cachet et il pouvait faire jusqu'à 4 films par an. C'est terrible, voilà. Et notamment, du coup, parmi un de ses films qui est génial, qui est Le Gardien de l'Enfer. Ça, par contre, c'est vraiment, moi, je pense, son premier grand film, Le Gardien de l'Enfer. Et qui est, du coup, un des films qu'il fait pendant cette période-là, qui sort en salle. Et c'est son premier film qui sort hors Japon. Tous les films avant sont restés dans le circuit japonais, que ce soit en vidéo ou au cinéma, mais dans le circuit japonais, dans le circuit nippon, pardon. Là, donc, Le Gardien de l'Enfer, en 92, c'est le premier film qui va sortir en Europe, aux États-Unis. C'est son premier vrai petit succès, et du coup, c'est aussi son premier film depuis son premier qui est sélectionné en festival. Ouais. Et c'est grâce à ce film-là, donc, qu'il a pu avoir l'argent et surtout, du coup, une résidence au Sundance Institute pour pouvoir commencer à écrire le scénario de Charisma qui sortira plusieurs années après. Ouais, il avait réfléchi déjà un peu avant à ça, et en fait, c'est justement en écrivant, en réfléchissant à Charisma qu'il va avoir l'idée de faire, du coup, Cure. Ouais, mais tu vois, par exemple, de 94 à 98, il y a 11 films qui sortent du coup, pour le marché de la vidéo. Ouais, c'est gigantesque. Et donc en 97, il y a Cure qui sort, et c'est son premier vrai immense succès, et c'est ce film-là en fait qui va le propulser comme un des réals importants justement du coup de cette nouvelle vague de J-horror des années 90. Donc avec Shimizu, avec Nakata, avec tout ça. Parce que c'est un film qui va être présenté dans plusieurs festivals et qui va remporter plusieurs prix en fait. Et du coup, c'est à partir de là en fait qu'il va devenir un cinéaste de premier plan qui sera très défendu à l'international, surtout en France par la presse cinéma, dont notamment les cahiers du cinéma qui vont beaucoup apprécier en fait le travail qu'apporte Kiyoshi Kurosawa avec cette nouvelle vague de films d'horreur japonais. Oui, c'est ça, voilà. C'est qu'en fait, en France, justement, il a été vachement défendu au cahier. Et un peu à positif, mais surtout au cahier, et c'est vraiment eux qui l'ont découvert et fait découvrir en France. Et du coup, en fait, à partir de Cure, il y a un truc qui se passe, c'est qu'il y a le public qui suit. Et donc, qui dit public qui suit, dit qu'il y a plus d'argent, et son nom, entre guillemets, dit quelque chose aux gens, quoi. Donc, donc à partir de 97-98, il commence à avoir vraiment le contrôle total sur ses films. Et là, ça va s'enchaîner aussi. C'est que on pourrait croire que là, il va commencer à réduire le rythme. Bien au contraire, c'est qu'en 98, donc même pas 6 mois après Cure, il y a License to Live, qui est l'histoire d'une petite fille qui est dans le coma et qui se réveille genre 10 ans après. Et en fait, on voit sa famille qui a grandi. Enfin, toute la société japonaise a changé. Parce que forcément, j'aurais tombé dans le coma en 88, elle se réveille en 98. Et même du coup, on voit un peu les balbutiements d'Internet, de la technologie, etc. Et chose qui va être extrêmement importante dans Kairo, notamment. Ouais, dans son cinéma, mais surtout dans Kairo, évidemment. Après, il y a 99, du coup, Charisma, on l'a dit, qui sort, qui est un film un peu différent pour le coup par rapport à ce qu'il faisait à cette époque-là. C'est-à-dire, c'était... Il est moins horreur que les autres. Moins horreur, fantastique, oui, mais beaucoup plus entre guillemets naturaliste, quoi, sur sa manière, la manière qu'il a de filmer la nature, quoi, tout simplement. Exactement. En fait, naturaliste, c'est le mot. Et parce que le point commun, parce que en fait, Kurosawa ayant fait énormément de films, du coup, évidemment, il y a tout plein de films qui se ressemblent pas vraiment. Il a touché à des genres différents. Le seul de ces mots à lui qu'il n'arrive pas à vraiment faire, c'est la romance, parce qu'il ne sait pas comment filmer une romance. Et la romance, c'est la comédie aussi. Et la comédie, exactement. Alors que pourtant, il y a certains de ces films qui ont
qui peuvent avoir un aspect un peu comique, Bien sûr. humour noir un petit peu. Et lui, en fait, il le dit lui-même, c'est pas une volonté quand il le fait pas exprès en fait. J'en sais pas, parce que justement, quand il essaye de faire réellement de la comédie, il n'y arrive pas. Pour lui, c'est raté en fait. À partir de la fin des années 2000, en fait, il va vraiment partir dans pas seulement dans le genre de l'horreur, mais dans d'autres genres en fait. Il va y avoir des chroniques sociales, notamment avec un film incroyable qui s'appelle Tokyo Sonata, donc qui est genre juste l'histoire d'une famille nippone quoi qui galère quoi, et genre le père est au chômage, il se fait renvoyer de son boulot et genre il le cache en fait à sa famille qui se fait renvoyer. Le fils lui il veut partir à l'armée et tout ça. Donc c'est un film qui pour le coup n'a rien d'horrifique en fait. Il y a ça, il y a des chroniques sociales, il y a des films historiques comme Les Amants sacrifiés, des films fantastiques mais comme on l'a dit qui sont pas horrifiques, comme Vers l'autre rive. Va y avoir des séries TV comme Shokusai. Il va vraiment étendre son cinéma et même à l'international, genre va y avoir des coproductions françaises, Notamment son dernier qui est La Voix du Serpent, et aussi un autre avant Daguerreotype en VO, ouais. C'est avec Tahar Rahim, pardon. Voilà. Mais voilà, il va vraiment, en fait c'est vraiment un cinéaste qui fait beaucoup de films mais c'est à une grande échelle en fait. C'est ça, parce que c'est un expérimentateur en fait, c'est quelqu'un qui teste des choses avec sa caméra, qui aime tester des choses, c'est quand même super important, et en fait qui va tout au long de son cinéma développer un fil commun justement entre ses films, qui va être celui de la mort. En fait, c'est quelque chose c'est un cinéaste qui va parler de ça, en fait, qui va parler de la mort, qui va parler donc par extension de la solitude et du manque. Je pense que c'est vraiment les trois mots qui peuvent vraiment définir le cinéma de Kiyoshi Kurosawa, avec évidemment donc un goût pour la technologie, pour faire filmer la technologie. C'est clairement en fait un cinéaste entre guillemets postmoderniste, c'est-à-dire qu'il y a... Pas entre guillemets, complètement. Ouais, complètement, ouais, mais je dis ça parce que certains sont pas fans du terme, mais parce qu'il y a des films qui sont à la fois post-classiques, c'est-à-dire qu'il y a une certaine minutie dans le cadrage, le découpage, une sobriété aussi de l'action qui est propre de manière générale à l'horreur japonaise et même au cinéma japonais tout court. Et puis d'un côté on a un côté vraiment postmoderne avec comme tu l'as dit des exercices théoriques et réflexifs, notamment sur le Japon moderne. C'est quelqu'un qui est extrêmement critique envers le Japon quoi, comme beaucoup de ses contemporains comme Kitano par exemple, Takeshi Kitano, Koreeda. Il y a vraiment une certaine critique de la société japonaise et de la politique en fait au Japon. Mais voilà, c'est ça en fait. Du coup, on parlait de postmodernisme, mais en fait, c'est surtout de l'ultramodernisme. Si ce n'est que ce terme existe en fait, c'est que par exemple dans Kairo, et après on va y revenir sincèrement, plus profondément du coup sur Kairo, mais par exemple du coup dans Kairo, c'est une société justement qui est tellement ultramoderne qu'on assiste à une fin de société en fait. C'est une société qui n'a plus de vie, qui n'a plus de mouvement, parce que on est dans un tel état de la technologie, justement de la modernité, que plus rien n'a de sens en fait, et que le monde n'est régi par plus aucune règle. C'est en partie dû au fait que c'est quelqu'un qui est très influencé par les travaux sociologiques d'un monsieur qui s'appelle Azumi, Shigehiko Azumi. J'ai pas osé dire son prénom, qui est en fait le traducteur japonais de textes français, dont notamment les textes de Gilles Deleuze, de Jacques Derrida, de Roland Barthes et tout ça. Donc qui a joué un rôle déterminant Michel Foucault également, qui a joué un rôle déterminant dans l'introduction de la théorie post-structuraliste française au Japon. Et c'est aussi quelqu'un qui il a travaillé aussi sur le cinéma, sur des réalisateurs comme Ozu, comme John Ford ou encore comme Jean Renoir. D'ailleurs, du coup, dans Sweet Home, il y a un moment comme ça du film où le personnage lit un bouquin qui est une sorte de compilation de French Theory. Ok. C'est très très marrant, mais ouais, voilà. Ça l'a vraiment influencé. Et puis Azumi, c'est quelqu'un qui a soutenu pas mal de réalisateurs, comme notamment Takeshi Kitano. Donc, et en fait, pour le coup, il a été professeur et un de ses étudiants, c'était du coup Kiyoshi Kurosawa. Il y en avait d'autres aussi, d'autres réalisateurs japonais qui feront partie également de cette nouvelle vague du cinéma japonais. Exactement.
Avant de parler de Kairo plus en détail, on peut faire rapidement un petit point sur la J-horror, Avec donc grand sur plaisir. film d'horreur japonais. Alors, historiquement, le cinéma japonais a intégré le fantastique de manière un peu naturelle, quoi. Ça existe depuis longtemps, les récits notamment de fantômes, les créatures surnaturelles, donc qu'on appelle les yokai. C'est des choses qui peuplent un petit peu le folklore japonais, les contes locaux et tout ça. On peut également évoquer aussi les films de kaiju, donc Godzilla par exemple. Alors aujourd'hui on ne peut pas considérer ça comme des films d'horreur, mais à l'époque où c'est sorti, premier Godzilla c'est 55 en 55. Et c'était considéré par le public comme des films d'horreur, quoi, à part entière. 54. 54. Aïe, Ah, je me suis trompé. Bien joué, belle vérification. Il a demandé à la VAR, bien joué. Mais voilà, en fait, ça existe depuis longtemps, l'horreur dans le cinéma japonais. Dans les années 40-50, certains films, comme par exemple des films comme Onibaba ou Jikoku, Kwaidan également, enfin plein de films comme ça. Alors à l'époque, c'était beaucoup des films d'horreur qui se déroulaient durant des époques féodales. Donc c'était à la fois des films de samouraï et des films d'horreur. Et la plupart du temps, c'était un peu toujours la même chose, c'est-à-dire c'était des histoires de fantômes, de possession, de chamanisme, on appelle ça des zones Ryo. Donc c'est les esprits vengeurs qui reviennent d'entre les morts pour se venger de leurs bourreaux. Et donc ça, c'est assez ancien pour le coup. Mais en fait, ce que les cinéastes comme Kurosawa vont apporter durant la fin des années 80, mais surtout dans les années 90, c'est des films d'horreur beaucoup plus actuels, en fait, beaucoup plus contemporains, qui vont se passer du coup durant notre époque, quoi. C'est ça, exactement. En fait, on considère que le premier film de J-horror au monde, c'est Jikoku no Keibi-in. Jikoku no Keibi-in. Du coup, de Norio Tsuruta. Ouais, c'est dur, hein, les prénoms. Donc, qui est sorti en 92. Mais c'est vraiment avec Cure, donc, qu'on a dit, et Ring en 98. Ouais, c'est surtout Ring. Ouais, ça. Ouais. Cure un petit peu dans les milieux cinéphiles. En fait, mais Ring, c'est vraiment pour le grand public que ça a explosé à ce moment-là, quoi. Ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que Ring, ça va amener une nouvelle figure de l'horreur, en fait, avec du coup c'est quoi le nom déjà dans le film? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu le film. Vous voyez tous de quoi on parle. C'est la petite fille avec les cheveux noirs et genre qui cache son visage, qui sort de la télé et tout ça. Enfin, c'est devenu culte un peu, genre c'est devenu ça fait partie des monstres un peu des monstres légendaires du cinéma, au même titre que des Michael Myers. C'est ça, ou des Freddy Krueger. Exactement. Et en fait, la J-horror, ça a donc déferlé sur le monde à la fin des années 90, début 2000. Donc, encore une fois, on peut citer La Mort en ligne, on peut citer The Grudge, on peut citer, donc on a dit Ring, toute la série des Ju-on, de Takeshi Shimizu. Et Darkwater aussi. Darkwater, évidemment. Et en fait, c'est que des films qui ont quasiment tous eu des remakes américains. Parce que, évidemment, on connaît le cinéma d'horreur américain au début des années 2000. Il y a quand même ce côté où ça en manque de tête forte, quoi. Et puis c'est un type d'horreur qui est beaucoup moins graphique que les films d'horreur occidentaux. C'est plus axé sur l'horreur psychologique, la création de tension, l'ambiance de manière générale. Il y a beaucoup moins de sang, de gore et tout ça. C'est ce qui fait en vrai que c'est des films qui sont... moi en tout cas, ça, pour le coup, c'est un avis complètement personnel, mais c'est des films que je trouve beaucoup plus flippants en fait que la majorité des films d'horreur américains par exemple ou autres, quoi. C'est vrai. Enfin, moi, je sais que The Grudge, je l'ai vu il y a pas très longtemps. C'est un film qui m'a terrifié, au même titre que du coup Kairo dont on va parler. Darkwater aussi, c'est des films qui sont hyper flippants, je trouve. Les films de la J-horror, c'est des films aussi qui illustrent des thèmes de société qui sont extrêmement marquants au Japon, souvent par le biais de cinéastes un peu marginaux, équivalents, d'écrivains modernes comme Ryu Murakami, qui est un auteur d'horreur, parce que l'horreur c'est également présent aussi dans les mangas.
Et ça va être un auteur qui va être beaucoup adapté, notamment par Takeshi Miike, donc qui est un cinéaste qu'on n'a pas cité, mais qu'on pourrait aussi citer dans la nouvelle vague un peu de J-horror, notamment en 99 avec son film Audition, donc qui est un film extrêmement marquant, notamment pour ses dernières minutes, qui ont pour le coup influencé tout un pan du cinéma d'horreur des années 2000, c'est-à-dire le torture porn en fait. C'est-à-dire là pour le coup Takeshi Miike, on n'est pas vraiment dans la suggestion, là on est vraiment dans le full, dans le gore. On va dans le frontal. Ouais, et c'est un peu d'un certain point de vue grâce à lui qu'on a aujourd'hui des films comme Terrifier par exemple, ou après non mais voilà, même du coup toute la vague justement du torture porn des années 2000, que ça soit que ça soit du coup chez des Rob Zombie, chez James Wan des débuts, Human Centipede, des trucs comme ça, bien sûr, voilà, ou même moi je sais que c'est un film que j'aime beaucoup, mais du coup The Tortured, c'est vraiment un film un peu doudou, entre guillemets, voilà, ou même après du coup un peu plus tard les Hostels ou tout, enfin voilà, c'est vraiment tout ça, ça vient de l'Orient en fait, ça vient du Japon. C'est peut-être pour cette raison que je suis pas fan de Takeshi Miike. C'est possible, hein. Parce que le torture porn, bon, ça va 5 minutes, mais... Ok, mais voilà. J'entends. Moi j'en profite juste pour pouvoir conseiller 2-3 films de horror que j'aime bien. Certains que j'ai vus il y a plusieurs années, mais que des bons films. Alors il y a Uzumaki, réalisé par Igo Shushinsky, qui est un film un peu sympa. On peut citer donc évidemment Suicide Club, du coup c'est Sion Sono, mais qui est un sacré film également, qui est un film aussi très très cher pour moi. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais Maribito de Shimizu, parce que Takeshi Shimizu, c'est quand même le mec qui a fait Ring et tout ça, mais c'est aussi le mec qui a fait Maribito et qui a fait aussi également un film live action Kiki la petite sorcière. Mais non. Si. Alors, qui est du coup une réadaptation du roman. C'est pas un remake de Miyazaki, mais c'est une réadaptation du coup du roman de base. C'est pas un film d'horreur du coup. C'est pas du tout un film d'horreur, mais c'est un super film. Sinon, il y a Prémonition de Norio Tsuruta, qui est un film que j'aime aussi vraiment beaucoup. Et alors c'est pas vraiment de la J-horror, mais du coup on est un peu avant. Mais évidemment, parler vite fait du cinéma de Tsukamoto, qui est aussi un réal extrêmement important dans ma cinéphilie, notamment avec Tetsuo ou alors Bullet Ballet, même si c'est pas vraiment de la J-horror. Tetsuo qui influencera notamment un des plus grands films de tous les temps, hein, voilà. Ouais. Mais ouais, et puis... On passe le bonjour à Tsukamoto, c'est un ami. Bien sûr. Et puis, évidemment, on vous recommande de voir tous les films les plus connus, on va dire, de la J-horror, les Ring, les Darkwater, tout ça, bien entendu. Mais pour le coup, là, on va parler de l'un des plus grands films d'horreur japonais, à savoir Kairo. Ça y est, cette introduction est finie, on peut commencer à parler du film. Mais du coup, Adam, de quoi ça parle exactement, Kairo ? Oh, le niveau de cette transition, ma foi, on est dans du très très grand. À Tokyo, plusieurs jeunes commencent à remarquer des phénomènes étranges liés à Internet. Des sites montrant des personnes isolées dans des pièces sombres, des silhouettes floues et des messages mystérieux leur demandent s'ils veulent, entre guillemets, voir un fantôme. Peu à peu, des gens disparaissent ou alors se suicident, laissant derrière eux d'étranges traces noires sur les murs. 2 intrigues parallèles se développent. Dans un premier temps, celle de Michi, une jeune femme dont un ami semble être victime de ces événements. Et dans un deuxième temps, celle de Kawashima, un étudiant curieux qui découvre le côté surnaturel du réseau. Voilà, donc du coup Kairo, comme vous l'aurez compris, c'est un film qui parle avant tout de cette magnifique chose que l'on appelle Internet, n'est-ce pas Adam ? Ouais, Internet, même si... Alors, évidemment, quand on dit Internet, nous actuellement en 2025, on a tout un imaginaire qui n'existe pas au moment où Kairo sort. C'est vraiment les balbutiements d'Internet, des ordinateurs, c'est le tout début de ça, quoi. 2001, c'est... en fait... C'est l'Odyssée de l'espace. C'est bien joué, mec. C'est les débuts d'Internet, en fait, 2001. Et du coup, c'était quelque chose qui était assez nouveau, quoi, à l'époque. Et assez méconnu, pour le coup. Et en fait, cette méconnaissance, ça va être la méconnaissance d'Internet, ça va être une des grosses thématiques de Kairo, quoi. Qui va renforcer le côté mystérieux de ces sites qui apparemment te montreraient des fantômes, quoi, et te pousseraient à se suicider. Ouais, c'est ça. Si jamais en 98 avec Ring Nakata, il inscrit en fait son film de fantôme japonais
dans tout un imaginaire justement du fantôme vengeur, du fantôme violent, du fantôme qui va faire peur. Du coup Kairo de Kurosawa, justement, c'est complètement autre chose. C'est-à-dire que le fantôme n'est pas un fantôme vengeur, puisqu'il n'y a plus rien à venger. On va être du coup dans une approche beaucoup plus cérébrale, on va dire. Beaucoup plus ancrée dans la série B, si on peut dire ça comme ça. En fait, pour le coup, les fantômes dans Kairo, ça va être... ils vont vraiment jouer le rôle de révélateur, entre guillemets, c'est-à-dire nous montrer à nous, les vivants, à quel point notre existence, elle est tragiquement spectrale, quoi, il n'y a pas de sens, en fait, et c'est des fantômes qui vont, du coup, trouver refuge sur l'internet, du coup, et en fait, c'est là où Kairo c'est une œuvre, en fait, qui parle de l'incommunicabilité. Kurosawa, il nous parle surtout de la désintégration de l'individu nippon, et plus particulièrement les jeunes, parce que du coup dans Kairo, les personnages principaux, tous les personnages même qu'on voit sont des jeunes, et on est vraiment plongé dans un Japon qui est totalement déshumanisé, en fait, du coup c'est devenu vraiment une énorme société de consommation où l'homme n'existe plus, et où littéralement, pour le coup, parce qu'on en reparlera un petit peu de la mise en scène, mais il y a littéralement des plans dans Kairo où l'être humain, en fait, est absent du cadre. Exactement. Alors moi j'ai une citation du coup de ce Sir Kiyoshi qui, je trouve, permet d'ouvrir une porte intéressante sur le film. Donc je cite Kurosawa. Je pense que le Japon connaît actuellement une période de chaos. Le système de valeurs traditionnelles est en train de s'effondrer, même si certains s'efforcent de le préserver à tout prix. Moi, je pense, au contraire, que nous avons besoin d'un véritable renouveau. Et pour ce faire, il est nécessaire de passer par une destruction totale de tout cela. Et c'est une situation qui est intéressante, tu vois, parce que directement, il va mettre en opposition quelque chose justement cet ultra-modernisme, en fait, qui va être lié forcément à la solitude. Cette société japonaise du début des années 2000, où tous les gens sont enfermés chez eux, où la communication passe avant tout par Internet. Et on va dire que le film représente un peu cette espèce de spectre de la solitude qui va venir englober et traumatiser ces personnages. C'est quelque chose qui est assez présent dans le cinéma de Kurosawa, c'est-à-dire la disparition de l'individu, et il nous le montre notamment par l'absence de rapport, on va dire, de rapport corporel, et de rapports, ça peut être des rapports intimes, des rapports sexuels et tout ça. C'est quelque chose qui n'existe pas, en fait, dans le cinéma de Kurosawa. En tous les cas, dans les films qu'on a vus, genre par exemple dans Kairo, il y a une histoire d'amour, entre guillemets, qui vient se greffer à l'intrigue, mais genre le truc, c'est qu'on n'y croit pas, en fait, à cette histoire. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de connexion entre les personnages, quoi. Bah déjà, tout bête, mais cette relation, elle est complètement asexuée. Oui. Même, on les voit pas s'embrasser, même il n'y a pas ce truc. Il n'y a pas vite fait une scène où ils voient s'embrasser à la fin. Oui, mais non, parce que c'est pas vraiment une embrassade d'amour, oui. C'est vraiment... C'est beaucoup plus aussi un baiser d'adieu que honnêtement un baiser d'amour, quoi. Voilà, en fait, disons que pendant tout le film, même les personnages, il n'y a plus aucune différence entre le vivant et le fantôme. Tous les personnages errent comme ça dans ce Tokyo qui n'a plus aucun sens. Un peu un Tokyo... à la fin, c'est totalement un Tokyo post-apo, quoi. C'est un Tokyo mort, complètement déshumanisé, complètement industrialisé. Ouais, l'aliénation des masses, c'est quelque chose qui, pareil, est assez présent dans une aliénation qui détruit l'individu, en fait. Exactement. C'est notamment alors là, c'est pas pour le coup pas trop présent dans Kairo, mais par les règles, en fait. Les règles, c'est quelque chose qui est très présent au Japon. Les règles, les lois, encore plus qu'en France. Et en fait, c'est une des principales raisons de l'aliénation des masses au Japon, c'est-à-dire que le peuple japonais, en fait, se conforme à ces règles au point d'en perdre totalement un côté humain, quoi. C'est assez connu, ça au Japon, ce côté genre très le rapport qu'il y a entre les... Très ordonné. Ouais, voilà, c'est ça.
du point de vue des Occidentaux, on a l'image du Japon d'un pays qui est très, très moderne, qui est très, où les gens sont très respectueux, mais c'est en partie dû au fait que il y a énormément de lois au Japon, et ça c'est quelque chose qui va être notamment présent dans des films de Kurosawa comme Tokyo Sonata par exemple, où le père de famille il galère à trouver un boulot parce que il rentre pas dans la charte de la société nippone. Tout à l'heure, on disait que Kurosawa est un réalisateur naturaliste. Oui, évidemment, mais aussi, il l'est en partie, justement, parce qu'il va venir représenter, justement, du coup, la réalité de la société nippone de l'époque, mais en l'appuyant, en l'épuisant, en pressant le jus, tu vois, on pourrait dire ça comme ça. Si jamais, donc dans ce film, la mort est un isolement éternel, alors tous les personnages sont évidemment tous isolés les uns par rapport aux autres, parce qu'ils n'ont plus de vie, ils sont tous morts, quoi. Il y a ce truc dans le film où ils articulent pas. Après, il y a aussi une question de langue. Encore une fois, je parle pas un mot de japonais, ça peut jouer. Mais il y a une question il y a une question d'articulation qui est pas du tout présente dans le film, où tous les personnages parlent, d'aucuns diraient dans leur barbe, mais c'est un peu ça en fait. En fait, il y a vraiment une analogie entre les morts et les vivants en fait. C'est-à-dire dans Kairo, on se pose vraiment la question, mais au final, qui est vraiment mort, qui est vraiment vivant ? Et ça, c'est notamment dû au fait que, comme tu l'as dit, les acteurs... Il y a une critique qui est beaucoup revenue sur le film. Il y a beaucoup de gens qui trouvent que les acteurs sont pas bons, en fait, qui sont en sous-jeu et tout ça, mais moi, je pense que c'est un peu... le fait de prendre des acteurs peu connus, qui sont souvent en sous-jeu, parfois qui jouent même pas très bien, en vrai... moi je pense que c'est vraiment une volonté en fait de Kurosawa dans le film. C'est ça, et en fait il y a ce truc chez Kurosawa, un peu comme chez Hamaguchi par exemple, c'est-à-dire qu'il va leur donner des directions de mouvement, de texte évidemment, et par exemple à ce moment-là tu dois prendre ce verre d'eau et le boire. Par contre il n'y a aucune indication émotionnelle. Ils n'ont pas des mouvements naturels en fait. C'est déjà voilà, mais par contre ils n'ont aucune indication, les acteurs n'ont aucune indication émotionnelle par rapport au jeu de leur personnage. Et ça, justement, c'est une volonté pour déshumaniser. Du coup, pour déshumaniser. Et pour se retrouver, en fait, avec cette ambiance un peu flottante, justement, très, très post-humaine, en fait. Ouais. Où l'humain, le fantôme, plus rien n'a de sens parce que, on va dire que le fantôme pourrait s'adapter à nos règles à nous. Et comme l'humain ne s'adapte plus du tout, alors, aux règles de la société régie, en tout cas dans Kairo, alors... cette espèce de dualité entre humain et fantôme n'a plus lieu, quoi. En fait, les personnages vivants dans le film, ils traversent le film comme si c'était des fantômes, quoi. Et ça, c'est notamment appuyé par la manière qu'il a en fait de cadrer. Souvent, il y a une vraie recherche esthétique sur le cadre, genre qu'est-ce qu'il y a en arrière-plan. Je sais pas si t'as remarqué, mais déjà dans Kairo, l'image elle est souvent cramée en fait. Déjà, il y a un grain d'image dans le film qui est un peu particulier. On sent que le film, il y a un grain, genre comme si le film était en mauvaise qualité en fait, comme s'il était en 480p. J'abuse un peu, mais et ça c'est notamment c'est un moyen de renforcer la matière principale du film, c'est-à-dire l'horreur, la tension, parce que du coup on est tout le temps dans l'incompréhension en fait. Rien n'est jamais perceptible, pas même les fantômes en fait. Ils sont pas palpables, ils ont pas de forme distincte et tout ça. Et du coup, ça renforce déjà la tension parce que du coup, tu comprends pas, donc t'as peur en tant que spectateur, et ça renforce aussi la confusion, comme on l'a dit, entre les vivants et les morts. C'est ça. Par exemple, jusqu'à la fin, où, encore une fois, j'ai plus les prénoms en tête, mais où, du coup, la fille... et donc avec le personnage masculin du film, sauf que en fait, nous on sait que le personnage masculin est mort, parce qu'il a vu la mort, et il est rentré dans le couloir, il a traversé la porte, sauf que le personnage féminin ne le sait pas dans le film. Et du coup, il y a ce côté où justement les frontières entre mort et vie sont complètement brouillées, et justement il n'y a plus aucune empreinte matérielle et physique sur le monde. C'est l'aspect visuel des fantômes, c'est
quelque chose il le dit lui-même, Kurosawa, la grosse inspiration, c'est un peintre britannique qui s'appelle Francis Bacon, donc qui est un peintre qu'on pourrait qualifier de... Je suis un peu nul en mouvements picturaux, mais genre... c'est, en gros, il peignait des métamorphoses. En gros, genre, si vous tapez Francis Bacon sur Google, vous allez tomber sur des tableaux où il représente l'être humain avec des visages flous, une démarche qui est totalement une démarche un peu saccadée. Il y a vraiment une idée en fait de dissolution, comme des sortes d'écorchés en fait qui hurlent de douleur. Enfin. Il y a par exemple le cri de Munch. Bah, pour le coup, c'est pas Francis Bacon, mais je pense que vous avez en tête le tableau. En gros, c'est un peu dans le même délire, quoi. Et ça, c'est la grosse inspiration de Kurosawa sur. Ça serait du surréalisme. Ouais, voilà, c'est ça. Et les fantômes dans Kairo, c'est exactement ça en fait. Ils n'ont pas vraiment de forme, de visage réellement. On distingue à peine, quoi. Et c'est ça en fait qui est dingue, c'est que on prend la même chose mais éclairée différemment. Le fantôme ne fait pas peur du tout. Et il y a vraiment ce côté que j'adore dans le cinéma de Kurosawa, mais encore plus dans Kairo, c'est à quel point il va utiliser justement le médium du cinéma pour filmer ces fantômes-là. Moi, il y a ce côté, à un moment dans le film, où dans toute la première partie du film, en fait, enfin même pendant tout le film, il n'y a aucun gros plan. Et pendant que j'étais dans le film, je réfléchissais, je me demandais, tiens, c'est marrant, comment ça se fait que on s'approche pas de ces personnages, on reste toujours extrêmement distant. Les personnages vivent et bougent un peu bizarrement, et on est vraiment à distance d'eux. Et en fait, au bout d'un moment, il y a cette scène où la caméra, elle bouge vraiment bizarrement, où elle fait une sorte de mouvement qui est pas naturel, qui est pas normal, j'ai envie de dire que c'est quelque chose que j'ai jamais vu autre part au cinéma. C'est compliqué à expliquer comme ça à l'oral, mais c'est une sorte de travelling avant, mélangé à un travelling rotatif. C'est un mouvement qui est impossible à expliquer à l'oral. Mais c'est un mouvement qui est unique et que je vraiment jamais revu et jamais vu au cinéma auparavant. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, comment ça se fait qu'à ce moment-là, la caméra, elle bouge bizarrement. C'est pas normal, ça sort du film. Et en fait, c'est que la caméra, donc le cinéma, donc le numérique, tout ça, représente le fantôme. En fait, la caméra est un fantôme dans ce film. Elle bouge comme un fantôme. Exactement. Et du coup, c'est aussi la raison pour laquelle les personnages sont toujours à la lumière. Parce que dans un premier temps, une caméra peut pas filmer dans le noir, et les fantômes ne voient pas les victimes dans le noir, mais de l'autre, comme justement ils sont dans la lumière, alors ils sont un peu protégés. Et c'est cette espèce justement de paradoxe qui fait que Kairo est un film extrêmement intéressant, c'est qu'on se retrouve avec des personnages qui vont dans la lumière parce qu'ils ont peur des fantômes, mais que comme ils sont dans la lumière, du coup les fantômes peuvent les voir, et nous en tant que spectateurs, on peut les voir. Et donc comme nous en tant que spectateurs, on va pouvoir regarder le film, alors le film peut vivre en tant que film de fantôme. Je sais pas si c'est très clair où est-ce que je veux aller. Si, ouais, effectivement. Et puis il y a surtout cette idée de, tu parles de la lumière, l'image elle est souvent cramée, comme si en fait les persos principaux étaient déjà morts, quoi. Ils étaient au paradis, et moi je le vois plus comme ça. L'idée de cette... souvent ils sont filmés... on va revenir sur la manière dont ils sont cadrés, mais il y a souvent des plans où genre ils ont en fond une fenêtre qui donne sur l'extérieur. Il y a des fenêtres de partout, il y a des vitres aussi de partout. Tout le temps c'est une lumière qui te crame la pellicule, enfin, c'est surexposé, quoi. D'un point de vue purement esthétique, quoi. L'image elle est complètement surexposée, mais encore une fois, tout ça c'est voulu comme le grain de l'image un peu particulier, quoi. Mm-hmm. Et c'est vrai que par rapport, si on peut revenir au cadrage, il y a, moi je trouve la manière qu'il a de cadrer les choses dans ce film, je trouve ça fantastique en fait. Enfin, il y a souvent on remarque souvent des choses en arrière-plan, alors pas forcément au premier visionnage, mais je sais que quand on l'a rematé du coup ensemble, on a remarqué des choses en arrière-plan, des personnages qui bougent pas de manière naturelle, des personnages qui sont souvent dans l'ombre, du coup tu comprends pas trop si c'est est-ce que ce que tu vois en arrière-plan c'est des fantômes ou est-ce que c'est juste des gens vivants, quoi. Il y a des ombres aussi, il y a un gros jeu sur les ombres et tout ça qui passe, et du coup ça renforce encore une fois la tension pour le spectateur de se dire c'est quoi cette ombre qui vient de passer, et genre 2 secondes après tu te rends compte ok c'est juste l'ombre du personnage et tout ça. Et moi je trouve que la manière de cadrer, c'est encore une fois ça paye pas de mine, hein. C'est un film qui certes qui a coûté 25 millions, mais c'est un film qui en vrai
j'abuse un peu quand je dis ça, mais toi et moi, on pourrait le refaire, quoi. J'abuse. Entre guillemets, oui. Entre guillemets, tu vois, genre par exemple, on parlait des fantômes, mais les fantômes sont... Si tu prends le film à part, les fantômes, c'est juste des personnes normaux, en fait. Genre la scène, tu vois, la scène où il y a, qui est, je pense, une des scènes les plus terrifiantes du film, la scène où la femme, avec le canapé, le canapé, le personnage qui se réfugie derrière le canapé, et la femme qui commence, tu sais, un peu à, encore une fois, on revient à cette idée d'image saccadée et tout ça, le personnage qui bouge un petit peu, une sorte de danse un petit peu, et qui se rapproche petit à petit du personnage. Enfin là, cette scène-là, elle est filmée, genre, c'est l'actrice, quoi. Il n'y a pas de maquillage, il n'y a pas d'artifice. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouvera dans tout le cinéma de Kurosawa, cette idée de ça sert à rien en fait de mettre de l'artifice si c'est genre juste pour impressionner. Tu peux impressionner le spectateur avec autre chose, avec, on l'a dit, le cadrage, la lumière, les mouvements de caméra, tout ça. Et alors, juste, moi j'ai écrit un petit texte, c'est chaud. Je peux le lire. Vas-y. Par rapport au film. Bon, c'est un peu long, je vais essayer de pas. Enfin, je vais pas tout lire, mais voilà, je vais en lire quand même une partie. Il y a plusieurs axes d'analyse par rapport au Kairo. Par rapport à Kairo. Un de ces premiers axes est lié au moyen par lequel les fantômes dans le film sont révélés, à savoir la webcam. Puisque c'est en branchant cette dernière et en diffusant ses productions que les internautes perçoivent leur existence. Donc, tout autant que la texture numérique et la lenteur du défilement des images, la particularité se manifeste par un point de vue fixe proche de celui de la vidéosurveillance. En étendant ce principe à l'ensemble de Kairo, Kurosawa traite d'une contagion. Du coup, la contagion revient dans énormément de ses films. La contagion au sens de la vague des suicides engendrés par les apparitions spectrales. Donc cette contagion n'est pas uniquement une affaire de mutation physique, les corps flottants devenant des corps pleins et inversement, mais aussi et surtout d'organisation esthétique. Cette dernière se présente alors comme un travail sur la profondeur extrêmement efficace. Le suicide de la femme en arrière-plan de Michi téléphonant, Taguchi découvert derrière un rideau par Michi au premier plan, qui suggère que le dispositif de la caméra des internautes envahit celui du cinéma. Ce jeu sur l'abolition des formats engendre alors une troisième dimension, qui est la plus profonde du film. Elle concerne la traduction du sentiment de solitude, le repliement sur soi et l'isolement maladif sécrété par les nouvelles technologies, sont ici littéralement désignés comme processus mortifères, s'incarnant par une configuration filmique où les sujets ne se coordonnent pas plus les uns par rapport aux autres, mais bien seuls à la machine qui, en les capturant, les renvoie à eux-mêmes. Donc, du coup, voilà. Moi, je trouve justement, c'est là-dedans que le film brille. C'est à quel point justement il va utiliser, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, le médium du cinéma, donc de la caméra, donc de la vidéosurveillance, parce que souvent, tu vois, en fait, mon cheminement de réflexion pour arriver à ce texte, c'était que souvent quand on regarde des choses de vidéosurveillance, c'est des gens tout seuls qui vont apparaître. Ou alors, même quand les gens sont dans un cadre avec des gens autour, on va regarder une personne précise. Tu vois pas ce que je veux dire ? Et là, en fait, il va utiliser le même processus. C'est-à-dire que, avec donc cette image, comme on l'a dit, volontairement un peu crade, volontairement un peu sale, il va donc créer une ambiance qui va nous mettre dans un conditionnement de vidéosurveillance, parce qu'on a tous vu des films, parce qu'on a tous bouffé des images en long, en large, en travers depuis qu'on a 5 ans. Alors... Donc tout ce processus esthétique, qui est quand même, on va dire, le but du cinéma, je trouve, fait que ce sentiment de solitude passe en partie par ça. Ouais, du coup, on n'a pas le contre-champ, et souvent c'est ce qui amène la tension, quoi, dans le film. Je pense notamment à la scène au tout début. Genre, tu sais, quand Michi, elle revient dans l'appartement de son ami, tu sais, pour voir où est-ce qu'il est. Et genre, tu sais, il y a cette scène où elle rentre dans une pièce, t'as le coin de la pièce, on voit rien, et genre après la caméra, elle panote, du coup on n'a plus la pièce en visuel, et puis d'un seul coup, genre contre-champ, et là on a le pote de Michi qui est pendu. En plus, le cadavre, genre, ça fait des semaines qu'il est pendu, quoi. Ouais. Tu vois. Même, ouais, il y a ce truc, tu sais, il y a les marques qu'il a sur le cou. Ouais. Le cou très, 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 très tendu, comme ça.
horrible. Il y a des petits détails comme ça qui sont assez, qui sont bien glauques et tout ça. Enfin bref, il y a vraiment cette idée enfin, Kurosawa, il veut créer du mystère dans la diégèse en fait de son film, dans qu'est-ce qui se passe dans le hors-champ. Et ça pour lui, c'est hyper important dans pas mal de ses films au final, notamment, enfin, il en parlait dans une conférence qu'il a donnée à l'occasion c'était cette année je crois, à l'occasion de la sortie de Cloud et de Chimée au cinéma Max Linder à Paris. Et du coup il parle justement de ça, il parle du cadre. Et c'est assez intéressant, donc je vais le citer là. Je peux aussi faire des citations. Bien sûr. Je n'ai pas le monopole de la citation. Du coup, voilà, je cite « Tout est représenté dans un cadre rectangulaire. De l'autre côté de l'écran, il y a un monde à part qui ressemble à s'y méprendre à la réalité, mais dont on n'est pas sûr qu'il soit réel. Si on se concentre sur les visages des acteurs, on n'en prend pas vraiment conscience, mais quand soudain on ne voit que le cadre rectangulaire, on perçoit, à l'intérieur, ce monde. Mais est-il vraiment similaire ? Qu'y a-t-il à l'extérieur de ce cadre ? Et si l'inimaginable se cachait en dehors du cadre ? C'est comme si diverses présences suscitant curiosité et inquiétude, invisibles à l'œil nu, flottaient derrière cet espace. C'est pour provoquer cette impression que je filme des plans qui révèlent la présence du cadre. » C'est pas incroyable comme citation. Magnifiquement bien dit, hein. Magnifiquement bien dit, bien sûr. Et en vrai, tout est dit là. Voilà pourquoi il filme souvent des cadres vides. Vidé de toute personne, comme c'est le cas ici dans Kairo. C'est voilà, pour créer ce questionnement chez le spectateur. Et encore une fois, c'est quand même mieux quand un film implique directement le spectateur, surtout un film d'horreur, parce qu'il y a par-dessus ça la tension qui se rajoute, la peur, en fait, l'appréhension en fait, de tout ça, quoi. Donc ouais, il y a tout ça, et après, moi j'aimerais bien du coup rajouter quelque chose à cette citation, si je peux me permettre. Vas-y. Je filmer justement tous les espaces vides comme lui le fait, c'est aussi, je pense, un moyen de on va dire, de pouvoir propager une épidémie dans le cadre. Qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, l'épidémie, au sens de la propagation d'un virus, c'est quelque chose qui revient dans tout le cinéma de Kurosawa, comme on a dit. Par exemple, dans Cure, il y a ce truc de... Le synopsis de base de Cure, c'est plusieurs personnes qui sont a priori pas du tout des meurtriers, qui vont tuer d'autres personnes dans les mêmes circonstances, alors que ces personnes n'ont rien en commun. Enfin voilà, ce truc de... On va avoir le mal, avec un M majuscule, qui va venir se propager un peu comme une gangrène. Et c'est beaucoup... Enfin, plutôt comme une gangrène, c'est beaucoup plus une sorte de vampirisation, pardon. Et tout ça, du coup, ça va devoir passer par le cadre. C'est-à-dire que Kurosawa, donc, étant un cinéaste naturaliste, alors il va faire un portrait réaliste du surnaturel, plutôt qu'un portrait surréaliste du naturel. Tu vois, là, voilà. C'est vraiment... Il va prendre, du coup, quelque chose de réaliste, quelque chose de plausible, mais il va l'inclure dans une toile et non pas dans un cadre surnaturel. C'est-à-dire que, par exemple, même, du coup, l'utilisation expressionniste un peu des couleurs, qui est une sorte d'héritage classique hérité en fait de tout un cinéma que Kurosawa connaît. Tous ces motifs là comme ça, en fait, ils vont venir pouvoir accentuer le réel, qui est, je trouve, un des propres du naturalisme. Et donc ce cadre, donc encore une fois cette toile naturelle, réelle, véritable, le fait de venir l'accentuer comme ça et comme ce que lui disait dans la citation, ça permet donc d'en démultiplier son importance et donc l'explication du spectateur. En fait, c'est assez intéressant ce que tu dis parce que on revient clairement à la base de ce qu'est le cinéma d'horreur japonais. Exactement, c'est-à-dire le traitement de la violence et de la peur de manière très anti-spectaculaire, de manière banale en fait. Kurosawa, c'est quelqu'un qui filme extrêmement bien la banalité et la banalité du quotidien. Et cette banalité du quotidien, elle passe avant tout par le cadre, par qu'est-ce qu'il y a dans le cadre et la manière dont les personnages sont agencés dans le cadre. Il le dit par exemple quand il évoque Cure, il dit genre moi elle me fait rire cette citation, genre il dit genre si les gens calmes
tuent sereinement, alors je dois le filmer de manière sérieuse. Genre si les gens banals tuent de manière quelconque, je dois filmer la scène, le meurtre en question de manière banale. Et ça s'applique surtout à Cure. Enfin moi il y a plein de scènes qui me reviennent en tête comme ça, mais ça s'applique aussi à Kairo. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnages qui meurent dans Kairo, mais on les voit jamais. Il y en a qu'on voit mourir. Et encore, je suis même pas sûr qu'on en voit vraiment, genre réellement. Ouais. Bah, non, si. mais non, même pas. Bah si, parce que genre elle tombe comme ça et on la voit s'écraser par terre. Oui. Mais oui, ça. Et puis ça, en et plus, mais après, même ça, genre si c'est filmé de loin, avec une vraie distance aussi. Mais c'est ça, c'est filmé de manière banale, en fait. C'est genre, en plus, c'est en arrière-plan. C'est encore une fois, l'idée de l'arrière-plan, c'est. Il le filme pas en premier plan, on voit juste en arrière-plan, on a le Michi en premier plan, arrière-plan, la meuf qui tombe et qui s'éclate au sol. Et puis en plus, moi, la scène là, tu vois le personnage vraiment taper le sol et avec le travail sur le son et tout ça. Il y a un rebond comme ça, c'est fait sur le sol, c'est horrible. Et puis il aurait pu mettre en vrai du sang et tout ça, genre je pense que ça doit gicler quoi quand quelqu'un s'éclate au sol. Mais même pas, parce que encore une fois, pour lui c'est pas ce qu'il y a d'important en fait. Tout ça c'est artificiel en fait. C'est pas la peine d'en rajouter en fait. Exactement. Et même il y a ce côté super intéressant je trouve dans son cinéma, encore plus dans Kairo, où il en joue. Par exemple, il y a cette scène que j'adore dans Cloud, qui est donc son avant-dernier film en date. Ouais, cette année, sorti au mois d'avril, je crois. Ouais, c'est ça, avril ou juin, bref, sorti en début d'année. Et il y a une scène comme ça où du coup le personnage principal qui fait grosso modo de l'achat-revente avec des objets un peu de contre-marque. Sauf que ça va mal tourner. Oui, voilà. Mais du coup, il y a son patron, donc à ce moment-là du film, et que le spectateur connaît comme étant le patron du personnage. Et donc, c'est pas du tout une source de danger, tu vois. Enfin, dans la vraie vie, si. Mais... non, mais je veux dire, du coup, en tout cas, dans le film, le patron n'est pas une source de danger. Et donc, on voit du coup le patron comme ça qui va toquer à la porte. Et on a donc le personnage qui s'appelle Yoshi, je crois, dans le film. Le personnage principal. Il va commencer à s'approcher de la porte. Et là, il y a ce côté où la scène bascule dans quelque chose de quasiment horrifique, avec une tension qui est dingue. Alors que... nous on sait que c'est une scène banale du quotidien et que le mec c'est juste son patron qui vient prendre de ses nouvelles et qu'on sait que le mec n'a pas d'armes, le mec ne va pas le tuer, tout va bien. Mais comme il y a vraiment ce côté où justement il va venir switcher comme ça son ambiance et nous mettre dans une scène de tension, de stress assez inouïe. En plus, la porte, elle est un peu, je sais pas comment on appelle, mais les vitres, elles sont un peu floues. C'est ça. Genre, tu vois, du coup, tu distingues juste des formes. Et encore une fois, c'est trop intéressant le rapport qu'il a aux formes, en fait, à l'idée mal et riche. Enfin, c'est notamment ce que disait Deleuze quand il parlait du pictural par opposition au linéaire et genre la masse par opposition au contour. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr, genre, mec, évidemment. Là, tu me parles. Hein. il filme pas les masses en tant que telles, il filme les contours. C'est ça. Et c'est ça qui rend toutes les scènes d'horreur flippantes en fait. C'est ça, bien sûr. Voilà, en fait, il va se servir du coup de l'horreur. Non pas comme toile de fond de son cinéma, mais plutôt comme cadre de son cinéma. J'aime bien cette différence. Mais encore une fois, on revient au cadre. Hein. Exactement. Tout est lié. Exactement. Et du coup, on revient au cadre, et donc on revient au cinéma, et on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Bien sûr. On peut vite fait évoquer la fin du film. Parce Avec grand plaisir. Je sais qu'il y a débat. Il y a débat entre nous deux sur la fin du film. Donc on rappelle, la fin du film, c'est... j'ai fait un petit résumé, je pense. Ouais, c'est genre, du coup, Michi qui quitte du coup Tokyo en bateau. Genre, tout le monde est mort. Enfin... on présuppose que tout le monde est mort à Tokyo. Et du coup, elle quitte la ville en bateau. Et genre, sur ce bateau, il n'y a personne non plus, à part son ami en question qui est sur le point de mourir. On sait qu'il va mourir. Enfin, on sait qu'il est mort. Ouais, on sait qu'il va mourir, quoi, parce qu'il s'est fait attaquer par un fantôme précédemment. Par la mort, même. Par la mort, ouais, de façon littérale. Et il y a un autre personnage sur ce bateau qui est justement Kochi. Ah putain, j'ai plus son nom. C'est l'acteur principal de Cure. Oui, je n'ai pas le nom non plus, malheureusement. Désolé pour les prénoms. mais voilà, qui est en gros l'acteur, un peu l'acteur fétiche de... Koji Yakuso. Voilà. Yakusho. Incroyable acteur en plus.
Oui, bien sûr, bien sûr. Qui est un peu l'acteur fétiche de Kurosawa, mais qui là du coup a un petit rôle. Non, mais surtout qu'il a joué dans Perfect Days de Wim Wenders récemment. Oui, bien sûr. Entre autres. Qu'il a joué dans Charisma, dans Rétribution, dans plein de films de Kurosawa, et qui là du coup a un petit rôle. Et du coup, ouais, grosso modo, c'est les deux seuls personnages en fait qui restent sur ce bateau. Et du coup, on a cette scène où elle est dans la chambre. Enfin, ils parlent d'abord tous les deux. Il dit comme ça, ouais, on va aller vers l'Amérique du Sud, je crois, parce qu'apparemment, il y a encore des traces de vie en Amérique du Sud. Du coup, on comprend que il y a vraiment ce côté post-apo, comme on disait tout à l'heure. Enfin, on comprend que cette épidémie a touché le monde entier, épidémie d'Internet. Mais c'est vrai qu'en fait, même le film commence avant l'apocalypse et se finit après l'apocalypse, mais nous, on voit pas l'apocalypse. Ouais. Ça, c'est une super idée, c'est génial. On voit juste vite fait, ça fait partie un peu de la fin, mais tu sais, il y a cette scène où ils sont en voiture dans Tokyo, et genre c'est un peu le bordel, c'est un peu le chaos, il y a des voitures brûlées, il y a notamment un avion qui se crache, bon, les effets spéciaux sont pas... ça pique les yeux, quoi. C'est voilà. Pas grave, ça, on s'en fout. Mais c'est vraiment la seule scène qui montre de manière claire l'apocalypse, mais sinon tout le reste du film, ouais, c'est vrai qu'on la voit pas. Et du coup, voilà le capitaine du bateau qui dit qu'apparemment il y a encore des formes de vie dans le sud, en Amérique du Sud. Et genre, on a la scène de fin, à la toute fin, où Michi est dans sa chambre. Et elle voit du coup son ami mourir, disparaître avec la tache qui apparaît sur le mur. Et elle dit, voilà, je suis... je sais plus ce qu'elle dit, mais elle dit « Je suis désormais seule avec mon seul et véritable ami ». Et genre, après, on a ce plan... du bateau, ce plan aérien du bateau avec le cadre qui se resserre comme une sorte d'écran d'ordinateur, quoi, et qui s'éteint, quoi, littéralement comme un écran d'ordinateur, et générique de fin, voilà. Et donc voilà, c'est... Je sais que toi, t'es pas fan de cette fin. Moi, je suis pas très fan parce que justement, elle me parle pas tant que ça. Parce que moi, justement, tous les moments où le film m'attrape, donc des moments, déjà parce que là où le film me fait peur, là où le film m'attrape, on va dire, émotionnellement et esthétiquement, c'est justement quand il va être pile sur cette jonction entre réalité et justement surréalité, tu vois. Moi, c'est dans ces moments-là où le film m'attrape. Et en fait, là, dans les 5 dernières minutes du film, là, il accepte complètement son côté surréaliste et il va partir, entre guillemets, à 100% dans la fiction, quoi. Tu vois pas ce que je veux dire? Mais c'est quoi pour toi les éléments qui sont surréalistes dans cette fin? Parce en fait, c'est pas tant les éléments qu'on voit à l'écran, mais c'est le fait que j'ai comme l'impression que le film, justement, l'accepte son côté surréaliste. Là où, ce qui me parle en tout cas dans le film, et là où je trouve que le film fonctionne terriblement, c'est toute la première heure 45 avant, où justement on dirait qu'il s'assume pas en tant que film surréaliste. C'est ça qui m'intéresse en fait dans le film. Et à partir du moment où justement on a l'avion qui se crache, tu vois, on a l'avion qui se crache, et tout ça jusqu'au dernier plan du film, on voit donc ces deux personnages tout seuls comme ça sur cette barque. Moi j'ai vraiment ce truc où justement le film est peut-être, comment dire, genre d'un seul coup il y a un message d'espoir, ouais, presque c'est ça, une fin exactement. En fait j'ai l'impression de voir une fin de film en fait. Ok. Alors que moi justement j'aime bien ce côté de film flottant qui fonctionne pas trop dans des règles qu'on connaît déjà, quoi. Mais c'est marrant parce qu'on a vraiment une approche différente par rapport à la fin au niveau de la perception globale de cette fin. Enfin, toi tu la vois comme une fin, pas vraiment comme une bonne fin, mais une fin douce amère en fait. Alors, c'est pas non plus une happy ending, hein, c'est ce que je veux dire. Voilà, genre, oui, voilà. C'est pas vas-y on s'amuse, on va faire la fête avec tous nos amis, quoi. Moi je la vois plus en fait comme vraiment une full bad ending en fait, genre en mode les deux sont tout seuls au milieu de la mer qui est genre c'est littéralement la solitude, quoi. Le bateau tout seul au milieu de la mer, il y a deux mecs, il y a deux pélos sur le bateau et elle qui dit enfin je sais que t'aimes pas trop ce qu'elle dit à la fin quand elle dit ouais je suis avec mon seul et véritable ami, ouais c'est ça. Moi je prends pas cette phrase. Moi je vois plus, je pense elle parle pas du gars qui est sur le bateau, je pense elle parle juste de la solitude en fait, de manière, je sais que tu m'as dit genre c'est un peu de la surinterprétation, mais moi je le vois un petit peu comme ça, genre sa seule et unique amie c'est la solitude. Et genre, elle accepte de vivre avec, mais pour combien de temps? Parce que tu te doutes que genre en vrai il va, genre il peut, si le film continuait, genre il
pourrait pas bien se finir. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, bien sûr. Genre, ça finit... On a l'impression que ça finit sur une note d'espoir, mais c'est du faux espoir, en fait. Et moi, je le vois un petit peu comme ça. Et puis, ce plan aérien du bateau qui est seul au milieu de la mer, et puis aussi l'écran qui rétrécit. Et ça, encore une fois, ça nous ramène un peu à l'idée que se fait Kurosawa du hors-champ, en fait, genre les bandes noires qui apparaissent en haut, et en haut, en bas et sur les côtés, et qui nous ramènent du coup à une forme d'inconscience et d'inconnu qui existe en dehors du cadre. Bien sûr. Encore une fois, c'est peut-être de la surinterprétation, c'est peut-être juste qu'il voulait faire cet effet d'écran d'écran d'ordinateur qui s'éteint. Mais moi, je le vois un petit peu comme ça, en fait, de dire, tout ce qui est autour, c'est noir, ce genre, et d'un certain point de vue, c'est en vrai un peu au spectateur de se faire son propre avis sur cette fin. Du coup, c'est pour ça qu'il rétrécit son cadre, il laisse le choix au spectateur, ce qui amène du coup à des débats comme on a, toi et moi, sur la perception qu'on a de cette fin qui n'est pas du tout la même. Maintenant, il y a quelque chose que j'aime bien justement dans la fin, c'est que comme le film part complètement dans la métaphysique et dans le plus grand que tout, tu vois, alors il arrive extrêmement bien, je trouve, à rendre tangible le néant. Tu vois pas ce que je veux dire ? Du coup, le sentiment de néant, en fait, il le rend tangible. Et comment il le rend tangible ? C'est grâce au mouvement, en fait, au mouvement même du cinéma. On va dire que le film, d'accord, donc comme c'est un outil, et comme du coup le cinéma étant le mouvement, d'accord, alors il dit, donc le film, du coup, je vais rendre, donc comme j'ai dit, je vais rendre tangible ce néant grâce au mouvement. Et en fait, il le fait grâce à une répulsion systématique de son sujet, donc de lui-même, tu vois. Et ce qui fait quand même le film devient tout au long progressivement étranger à lui-même. Je sais pas si c'est clair ou pas ce que je veux dire. Mais dans cette fin, justement, comme il va faire ébranler tous les repères qui ont été construits pendant 2 heures de film, alors du coup le film en fait devient même le pur produit d'un anéantissement auquel les techniques modernes ont fourni les techniques modernes de cinéma ont fourni un rapport privilégié. je suis parti en live, mais voilà. Et en fait, moi du coup le dernier plan du film, c'est donc, tu sais, on voit du coup comme ça le bateau tout seul à la dérive. Pour moi, c'est surtout le cinéma, à ce moment-là, d'accord, qui a donc esselé et qui a utilisé tous les moyens qui étaient en sa possession, d'accord, donc le cinéma au sens large, en fait, afin du coup de pouvoir faire ce film. Et donc, comme ça y est, le film est fini, alors le cinéma doit aller chercher d'autres territoires où il peut s'implanter. Et donc, par extension, on se retrouve avec ce bateau tout seul qui va chercher d'autres territoires où il peut s'implanter. Ok, et et du coup, ce cadre qui rétrécit et ça s'éteint. Ouais, c'est ça. Genre, c'est le cinéma qui a fini. Parce que, justement, en fait, il a utilisé tous les moyens qui étaient en sa possession pour pouvoir créer tout ce qu'il y a dans ce film. Et donc, une fois que c'est fini, il n'y a plus rien. L'écran s'éteint et on se retrouve avec ce bateau tout seul qui doit continuer pour aller vers d'autres horizons. Vous avez 2 avis, un avis plutôt littéral et un avis plutôt métaphorique. Ce sera à vous d'en décider. Ce sera à vous de trancher. Mais voilà, on aura débattu sur cette fin et c'est cool de débattre. Exactement. Et du coup, c'est sur ces belles paroles que on va parler vite fait du succès critique et commercial du film. Alors, c'est un film qui va rencontrer un assez bon succès au Japon, comme tu l'as dit au début, et de manière générale à l'international aussi. Il va recevoir plusieurs distinctions, notamment au Japanese Professional Movie Award de 2002, le prix de la meilleure actrice pour Kumiko Aso, donc c'est celle qui joue Michi. Si je dis pas de bêtises. C'est ça, je crois. Également un prix au Festival international du film de Catalogne en 2001, donc le prix grosso modo le prix de la critique pour Kiyoshi Kurosawa, et au Festival de Cannes 2001 le prix de la presse en gros. Donc film bon succès, peut-être pas aussi important que Cure. Mais ça reste quand même, comme on l'a dit, le 2e film le plus connu de Kiyoshi Kurosawa. C'est un film aussi qui va être
exploité par le cinéma américain. Ouais, c'est ça. Puisque, en vrai, comme beaucoup de films d'horreur japonais des années de fin 90, début 2000, c'est un film qui va avoir le droit à un remake. Oui, comme Ring, comme Ring, The Grudge. The Grudge. The Grudge, c'est le réalisateur lui-même qui va partir aux États-Unis faire un remake de son propre film. Le remake de Ring, je crois que c'était c'est Gore Verbinski, réalisateur de Pirates des Caraïbes. Avec Naomi Watts, je crois. Ouais, c'est ça. Qui est pas trop mal en vrai. J'ai pas beaucoup de souvenirs du film. Mais du coup, là, va y avoir un remake de Kairo, donc sous le titre Pulse. Réalisé par, j'ai plus le nom en tête, mais par un no-name, je crois il a rien fait. On avait regardé sa fiche, il a genre, j'ai plus son nom en tête, mais va y avoir un remake et une suite au remake. Il y a deux suites. Il y a deux suites au remake, ouais, c'est ça. C'est Jim Sorenzo, c'est Jim Sorenzo. Magnifique réalisateur qui n'a rien fait à part ça, c'est tout. Il n'a rien fait d'autre. T'as commencé à regarder j'ai commencé hier soir là, et je l'ai pas fini. T'as pas fini, ouais. Parce que je commençais à m'endormir et on va dire que le truc m'intéressait pas du tout. Ouais, c'est... J'étais complètement dehors du film, c'était pas bien. C'est pas très bien, mais... Ouais, c'est ça. Mais voilà, tout ça pour dire que Kairo, ça va être un film un peu devenu culte, quoi, dans certains points de vue. C'est ça, bien quand on parle de films d'horreur japonais. Moins que d'autres films, justement, de toute cette vague de J-horror, mais ça reste quand même, au moins un peu dans les milieux cinéphiles, quand même un film connu et reconnu et apprécié. Ouais, avec Ring, Darkwater, tout ça. Donc, bien sûr. Et de manière générale, Kurosawa, après ce film-là, il va poursuivre sa carrière encore jusqu'à maintenant, comme on l'a dit, plein de films qu'on vous recommande, évidemment. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, Kurosawa, il y a ce truc où il n'y a pas que du film d'horreur, comme on l'a dit, et du coup, il y a moyen de trouver un... Enfin, dans tous les films qu'il a fait, il y a moyen de trouver chaussure à son pied, j'ai envie de dire. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a aussi ce côté, et nous, on n'a pas échappé à la règle, que quand on parle de Kiyoshi Kurosawa, c'est compliqué de ne pas parler de Cure, parce que c'est son film le plus connu, reconnu, mais quand même, il n'y a pas que Cure. C'est aussi tout plein de films extrêmement intéressants, et beaucoup moins connu, donc je vous invite vraiment et sincèrement à vous plonger dans la filmographie de ce réal très très intéressant. Je veux dire, même moi, je suis vraiment pas fan de tout. Moi, il y a quand même plusieurs films que j'aime pas. Il y a quand même beaucoup, je m'ennuie quand même un peu devant. Charisma, je vais pas te cacher que moi j'ai un peu piqué du nez devant Charisma. C'est pas exceptionnel non plus. Je veux dire, Doppelganger, c'est pas génial. Mais... C'est vrai que toi, t'as beaucoup regardé ses anciens films, là où moi, parce qu'on n'a pas regardé toute sa filmo. J'ai pas eu le temps, c'est ça. T'as regardé ses anciens films, et moi, pour le coup, j'ai plus regardé ses films récents. C'est ça. Et pour le coup, le mec, il a quel âge maintenant ? Il a 70 ans, je crois, il me semble, un truc comme ça. Ouais, bien sûr. Et c'est vrai qu'il est encore actif, et même encore aujourd'hui, ses films, ils sont... Enfin, c'est bien, quoi, genre, c'est vraiment, c'est bien réalisé, c'est bien mis en scène, il a pas perdu de sa superbe, en fait. Enfin, moi, je pense à Cloud, notamment. Cloud, j'ai bien aimé, mais c'est pas non plus... Mais par contre, Chimé, donc, qui est un moyen-métrage de 45 minutes, qui est sorti en France un peu en même temps que Cloud. Chimé, je trouve ça trop bien. Genre, vraiment, c'est un petit court-métrage d'horreur. Terrifiant aussi. Ouais. Voilà. Mais voilà, en fait, on va dire que ces 3 derniers films, donc Cloud, Chimé et La Voix du Serpent, le remake, sont vraiment aussi représentatifs de son cinéma, quoi. C'est 3 films vraiment différents, 3 films qui ont des qualités, même si La Voix du Serpent est vraiment pas bien, même si j'aime beaucoup Damien Bonnard, mais quand même, au bout d'un moment, flemme un peu. L'original est mieux, en vrai. Oui, bien sûr. Mais il y a, très loin. Il y a des... si moi, de mon côté, je pouvais vous recommander des films, ça serait genre... Rétribution, c'est très bien Rétribution. Il y a Creepy aussi qui est un peu moins bien, mais ça reste quand même cool. Là, il y a Wife of a Spy, les Amants sacrifiés, pardon. Film historique qui se passe durant la Seconde Guerre mondiale et qui est vraiment très cool. Et moi, la fin de ce film ça m'a tapé dans le bide, quoi. Genre vraiment la fin, et je trouve la fin incroyable. Mais voilà, il y a plein de choses à voir. On vous invite à découvrir. Moi, pareil, du coup, je me permets aussi d'en conseiller quelques-uns. Il y a Les Yeux de l'araignée qui est sorti juste après Cure. Et donc c'est un direct tout vidéo, mais qui est
exceptionnel, vraiment, qui est hyper intéressant. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Il y a donc, il y a Rétribution quand même, qui est, moi, je pense, mon film préféré de Kurosawa avec Kairo. Ah ouais ouais, j'ai adoré, mec. Ah, moi, honnêtement, ça reste Cure. Hein. C'est pas original, mais Ouais, je mais trouve c'est pas grave. c'est tellement Bien sûr. exceptionnel, Cure. Bah, c'est évidemment exceptionnel. Il y a Le Gardien de l'Enfer, dont j'ai un peu parlé, qui est vraiment aussi un film qui est sorti en France extrêmement récemment. Je crois que il est ressorti en 2023 parce que restauré en 2023. Mais avant, il était introuvable en France, mais c'est vraiment super aussi. Et si je peux en citer un dernier... je suis en train de réfléchir. Ouais, je dirais Sock Dancing, qui est aussi du coup un moyen-métrage, qui est pas du tout connu, donc qui date de 2004, mais avec aussi de beaux moments, des très très beaux moments de bravoure. Et ouais, moi je pense qu'on a plus ou moins fait le tour sur Kiyoshi Kurosawa. Et puisqu'il n'y a pas que les films, on va également vous faire, comme d'hab, les petites recommandations en termes de livres, de vidéos, tout ça. Pour le coup, Kurosawa, il a fait pas mal de masterclass cette année à l'occasion de la sortie de Cloud. Il y a notamment une masterclass qu'il a faite à la Cinémathèque française, qui dure un peu plus d'1 heure, qui est franchement trop bien, qui est super intéressante. Il parle beaucoup de Cure. Il parle de Toby Hooper, je crois, dans cette masterclass. Ouais, exactement. Il parle beaucoup de ses influences, donc Toby Hooper, Richard Fleischer. Donc c'est vachement intéressant. Et il y a une autre masterclass qu'il a faite, j'en ai parlé vite fait avant, au cinéma Max Linder à Paris. C'est sur la chaîne YouTube Explore, ça s'appelle Ciné ou Canap, et c'est masterclass du coup avec Kurosawa de 45 minutes, très intéressant. Et en termes de bouquins, il y a un bouquin que j'aimerais vous recommander, que j'ai commencé à lire, j'ai pas tout lu, mais ça s'appelle Kiyoshi Kurosawa, Mémoire de la disparition de Diane Arnaud, qui revient un petit peu globalement sur le cinéma de Kurosawa. Voilà, commence à lire, donc je peux pas émettre un avis vraiment clair dessus, mais voilà, c'est pas mal. Je sais pas si toi t'as... moi je vous conseille le documentaire d'Alain Bergala. Donc Alain Bergala a été du coup rédacteur en chef des Cahiers du cinéma, et donc c'est un réalisateur documentariste, et du coup il est aussi maître de conférences à diverses occasions, et du coup il a fait un documentaire sur Kiyoshi Kurosawa qui s'appelle Au dos des images. Compliqué à trouver, mais si jamais vous le trouvez, c'est vraiment super. Ça revient sur plus ou moins toute sa carrière, et ça tisse un peu des liens entre les films, c'est assez passionnant. Et voilà, il y a également donc un livre que Kiyoshi a lui-même écrit, qui s'appelle Mon effroyable histoire du cinéma. Donc c'est un livre du coup d'entretien avec Makoto Shinozaki, pardon. Et évidemment, du coup, on a tout plein de noms qui ressortent durant ce bouquin, au hasard, Ushao Shen ou alors Kim Ki-duk. Donc que des noms qu'on aime bien. Et ouais, moi c'est à peu près tout. De toute façon, les cahiers du cinéma, ils ont pas mal écrit sur Kiyoshi Kurosawa au fil des numéros, donc j'ai pas les numéros exacts en tête, mais on peut retrouver... on n'en est pas à ce niveau-là. On peut retrouver pas mal d'articles sur lui. Moi, il y a juste vite fait, pour parler de manière générale de films d'horreur japonais, il y a un gros bouquin qui est sorti assez récemment, ça s'appelle L'horreur venue du Japon, les multiples visages de l'effroi. C'est Stéphanie Chaptal, je connais pas du tout, mais j'ai commencé vite fait à le feuilleter tout ça, et en vrai c'est assez intéressant parce que du coup il y a ça parle vraiment de l'horreur japonaise, et du coup il y a des liens qui sont tissés avec le folklore japonais, donc c'est assez intéressant si vous vous intéressez justement au folklore japonais, aux légendes, aux contes japonais, tout ça, et du coup ça tisse des liens entre tous les films, que ce soit les films anciens de l'époque du cinéma japonais classique, les Onibaba, tout ça, ou les films plus récents comme Kairo dont on a parlé, donc voilà. Et puis évidemment on vous recommande de regarder des films d'horreur japonais parce que c'est trop bien et c'est terrifiant. On vous recommande du coup de regarder des films d'horreur japonais, des films d'horreur quand même, parce que quand même du cinéma japonais par extension, tous les films. Mater du coup du Kiyoshi Kurosawa, parce que quand même les gens ne connaissent pas assez encore, je trouve, ce réal qui est quand même quelqu'un d'hyper intéressant et
même on peut se les enchaîner sans jamais se lasser, parce que c'est toujours des films assez différents. Ouais, et surtout, pour le mot de la fin, mater des films, en général. Exactement. Voilà. Et de toute façon, on aura l'occasion de... Il faut regarder des films, il faut. Bien sûr, on aura l'occasion de reparler de cinéma japonais. Mais du coup, voilà, c'est terminé pour cet épisode sur Kairo. Merci Adam. Avec grand plaisir. Et on se retrouve du coup le mois prochain, le mois de décembre. On fera Comme on l'a dit, on arrête les teasings, mais par contre, ça sera un film avec des noms plus simples à prononcer. Pas tous. Pas tous, effectivement. Mais ce sera un film de Noël aussi. Enfin, dans la vibe un peu en partie. Un film qu'on aime bien. On a très hâte. Et merci à tous. Et générique de fin.